Bonjour à tous, merci de nous suivre pour ce numéro d'Instant Géopo. Nous avons André Bourgeot qui n'est plus à présenter. Il est plusieurs fois venu sur les plateaux de RP Média pour parler du Sahel, pour parler du Mali, de la géopolitique qui concerne cet endroit du monde. Aujourd'hui, le sujet n'est autre que la libération des 4 terroristes par le Mali suite à la contrepartie du Mali dans la libération du dernier otage français au Sahel du nom de Serge Lazarevich. Et donc aujourd'hui, la famille de Serge Lazarevich est heureuse de recevoir son fils, son frère, son père dans sa famille. À côté de ça, 4 terroristes ont été libérés par le Mali et ces terroristes aussi ont fait des victimes chez les Maliens et notamment un gardien de prison qui a été froidement abattu suite à l'évasion de l'un de ces terroristes-là. Et donc aujourd'hui, nous allons décrypter avec André Bourgeot l'attitude du Mali à laisser dans la nature des terroristes, sachant que d'autres pays les traquent. Est-ce qu'il y a eu des pressions? Est-ce que c'est quelque chose de judiciaire? En tout cas, aujourd'hui, André Bourgeot va nous dire son analyse par rapport à cette libération de terroristes par le Mali. Et aussi, on va aborder la question de la rançon qui aurait été payée par la France. On annonce 20 millions d'euros payés par la France comme caution pour la libération de Serge Lazarevich. Bonsoir, monsieur André Bourgeot. Bonsoir. Merci encore une fois de vous prêter aux questions de Rebelle Pacifique dans ce numéro d'Instant Géopo. Alors, comment il faut comprendre déjà qu'on libère des terroristes dans un processus de libération d'un Français qui est aux mains de d'autres terroristes? Est-ce qu'on soigne le mal ou est-ce qu'on fait l'autruche? Alors la question, la réponse est assez difficile parce que la situation est difficilement compréhensible. Donc je commencerai par d'abord me réjouir de la libération de Serge Lazarevich, en mentionnant quand même qu'il a été en prison, il a été pris en otage pendant 3 ans, que certains disent que 3 ans ça équivaut à 1111 jours, ça parle plus que 3 ans. Donc c'est quelque chose d'énorme. Selon lui, l'interview qu'il a donnée en Antenne 2, les conditions de détention étaient assez pénibles. Et bien sûr, je ne peux avoir qu'une pensée attristée vis-à-vis de Philippe Verdon, qui lui aussi a été pris en otage à Ombori le même jour et qui a été tué apparemment ou qui est mort de maladie, on ne sait pas exactement, il y a déjà quelques mois. Voilà donc pour le contexte. L'autre contexte, qui est un contexte plus politique, il apparaît très clairement qu'il y a eu, j'ose utiliser l'expression, en définitive, une sorte de troc simultané, cette fois-ci, non pas d'otages, mais de prisonniers, puisqu'il s'agit de prisonniers, et plus particulièrement de 4, au nombre de 4, 2 Maliens Touaregs originaires de Kidal, et plus particulièrement Mohamed Ali Agouad Doussane, et puis son acolyte Raiba Ag Sherif. Donc c'est peut-être aussi le moment de dire, en ce qui concerne ces 2 personnes-là, qui se réclament, qui ont été présentés comme étant membres d'AQMI, mais on sait bien que AQMI flirte aussi avec le groupe salafiste djihadiste Ansar el-Din et Salafia. Donc ce monsieur Mohamed Ali avec Ouad Doussane, ça pose problème, ainsi que son acolyte, parce qu'il semblerait, c'est inconditionnel, que ces 2 auraient participé à la prise d'otage des 2 Français, Serge Lazarevich et puis Philippe Verdon. Donc c'est quand même un peu surprenant, premièrement. Deuxièmement, M. Mohamed Ali Agouad Doussane s'est évadé de prison, comme vous le savez, et que son évasion a été malheureusement assortie d'un crime, je crois que le terme est correct, un crime perpétré sur un gardien de prison qui avait le grade, je crois, d'adjudant et dont le nom est sauf erreur de ma part. Donc c'est ce monsieur qui a commis 2 actes répréhensibles, c'est évident. D'abord prise d'otage, on parle au conditionnel, mais en ce qui concerne le crime commis sur le gardien de prison, c'est attesté. Et ce monsieur-là est actuellement en liberté. Il faut rajouter qu'à l'issue de ce crime, quelques jours après ou quelques semaines après, il a été repris et retourné en prison pour quelque temps. Les 2 autres connus sont, d'après les informations officielles données par les autorités maliennes, seraient un Tunisien et un Mauritanien. En tout cas, le nom de la personne fait référence probablement à quelqu'un qui serait mauritanien. Donc, avec un mauvais esprit qui quelquefois me caractérise, la question que je me pose, c'est est-ce que dans le troc, un Français égale 4 Africains? C'est une question qu'on est en droit de se poser et que certains se sont posés. Est-ce qu'un être humain égale à 4 autres êtres humains? Voilà, c'est la question
peut se poser. Donc à l'issue de cette libération qui a fait l'objet de tractations pendant plusieurs mois, je pense qu'il y a eu des coopérations plus qu'étroites entre 3 services de renseignement, parce que les services de renseignement jouent un rôle extrêmement important dans les conditions de libération d'otages, des coopérations très très proches, très organiques entre la France, le Niger et puis aussi bien sûr le Mali. Je tiens à cet égard à mentionner que de tout temps, les prises d'otages, enfin les otages qui ont été capturés et pris au Niger sont entreposés, je crois que le terme n'est pas trop fort, en tout cas c'est une métaphore qui me paraît pertinente, au Mali. Donc le Mali, d'une manière assez régulière, est l'entrepôt des otages, et plus particulièrement dans le septentrion malien, dans la zone de Terrara. Donc voilà pour replacer le problème dans son contexte. Ensuite, on sait qu'il y a quelqu'un qui a joué un rôle important, qui a été ministre dans le gouvernement, qui était ministre nigérien dans le gouvernement au Niger, présidé par M. Mahamadou Issoufou, qui s'appelle Mohamed Aga Kotey, qui est un Touareg, qui est de la même tribu Iforas que certains éléments de Kidal et plus particulièrement Iyad Agrali, pas Iyad Agrali, mais M. Mohamed Aga Kotey, qui est président du conseil d'administration de la société Cominac, qui est une filiale de la multinationale d'Areva, avait joué un rôle très important au moment de la libération des 4 otages d'Areva. Il semblerait, c'est attesté, que cette fois-ci il a joué un rôle aussi, tout aussi important, mais que cette fois-ci il se réfère aussi en disant qu'il aurait eu l'aide de quelqu'un qui est connu pour avoir son argent et les capacités à rentrer en contact avec les preneurs d'otages, qui est un Mauritanien qui s'appelle Liman Chafi ou Moustapha Chafi, qui a été, je dis a été, puisque maintenant le Burkina n'est plus sous la tutelle de l'ex-président Blaise Compaoré, mais qui a été un conseiller politique, le conseiller politique très très proche de l'ex-président Blaise Compaoré, et qui a joué un rôle dans le passé extrêmement important dans la libération des otages. Ce même monsieur, c'est un secret polichinelle, tout le monde le sait, est aussi le conseiller politique particulier du président Mahamadou Issoufou, président du Niger. Donc, on pense bien que celui-ci a joué un rôle plus que discret. Ensuite, M. Mohamed Aga Kotey a affirmé récemment dans un journal spécialisé sur l'Afrique et qui est un hebdomadaire, il a mentionné que non, il n'avait pas été en contact avec Iyad Agrali. Donc, il n'a peut-être pas été en contact directement avec lui, mais j'imagine difficilement qu'il n'a pas rentré en contact par des intermédiaires. On sait quels ont été aussi des intermédiaires dans cette libération d'otages, et plus particulièrement le Haut Conseil pour l'unité de l'Azawad a revendiqué le rôle qu'il aurait joué dans cette libération. Donc le Haut Conseil pour l'unité de l'Azawad est issu de Ansar el-Din el-Salafiya, dirigé par Iyad Agrali, pour peut-être le présenter. Iyad Agrali a été un des chefs de la rébellion en 90. Il a eu une fonction diplomatique en tant que consul en Arabie Saoudite. Ensuite, il est revenu au pays. Il a eu des contacts très étroits avec l'ancien président Hamani Touré. Et c'est quelqu'un qui a créé Ansar el-Din el-Salafiya, donc qui est un mouvement salafiste djihadiste. Et ce monsieur a une influence certaine sur l'ensemble du septentrion malien et plus particulièrement sur le territoire, l'ensemble de l'espace de la région de Kidal. C'est quelqu'un qui, de mon point de vue, mais je ne suis pas le seul à le dire, loin s'en faut, qui est charismatique et qui a une autorité incontestable sur l'ensemble de cette région. C'est la raison pour laquelle je pense que ce monsieur a joué un rôle important dans la libération de Serge Lazarevi. On sait aussi, parce que il y a toute une construction de mythes autour de ce monsieur, parce qu'on dit qu'il est au Sahara, en Algérie, au Mali, etc. Il se promène un petit peu partout. On lui donne des pouvoirs d'ubiquité pour se... Absolument, absolument. Mais je pense que c'est quelqu'un qui est encore utile sur le plan politique, utile à l'Algérie, utile à la France et utile au Mali. C'est une des raisons pour lesquelles c'est quelqu'un qui est incontournable. Donc voilà un peu le premier contexte de libération. Ensuite, j'imagine difficilement qu'il n'y ait pas eu des pressions aussi exercées par la France, parce que les deux pays, les bénéficiaires de cette libération d'otages, c'est la diplomatie française, qui incontestablement marque des points,
et aussi la présence de l'opération militaire française Barkhane, qui marque des points, et puis aussi, bien sûr, le Niger. On a entendu les déclarations faites par le président Mahamadou Issoufou, qui a immédiatement engrangé le résultat de cette libération. On croit qu'il avait été extrêmement très actif. Mais est-ce que là, vous parlez de bénéficiaires de cette libération-là en termes diplomatiques pour la France et même aussi pour le Niger. Est-ce que le Mali n'est pas le dindon de la farce? Parce que cette libération a mis le peuple malien contre ses dirigeants, parce qu'il n'y a personne qui a compris comment on peut sortir des gens estampillés terroristes dans les prisons du Mali pour les échanger contre un otage aux mains de d'autres terroristes. C'est comme ça, c'est la lecture des Maliens. Oui, donc j'allais y venir pour la troisième position, qui est celle du Mali, qui apparaît quand même en troisième position. Ça veut dire que ce n'est pas le Mali et la politique malienne qui engrangent les bénéfices de cette libération, loin s'en faut, puisque la Ligue malienne des droits de l'homme a pris position dénonçant cette opération, mais ce n'est pas simplement que la Ligue. À la lecture de la presse malienne, on voit bien qu'il y a une montée une montée très forte qui s'exprime et qui condamne les choses. Donc on peut penser aussi que la presse malienne, à un moment donné, incarne l'opinion malienne. Et on sent bien que, quelque part, l'opinion malienne est considérablement, se sent considérablement flouée, et les condamnations ont été exprimées soit verbalement, soit il y a même des partis, il y a des partis politiques qui ont clairement pris position par rapport à ça, qui ont dénoncé l'attitude du Mali envers, parce que si vous voulez, on est dans le concert des nations, la France elle défend ses intérêts, mais en aucun moment les Maliens ont senti que la diplomatie malienne défendait les intérêts du Mali, parce que les intérêts du Mali, c'est faire payer des gens qui font couler le sang du Malien. Or, ils n'ont pas eu cette lecture dans ça. On sait aussi que les rapports de force, la dépendance géostratégique et géopolitique du Mali vis-à-vis de la France fait que aujourd'hui le Mali est un peu obligé de dire oui à tout ce que la France lui demande. Mais est-ce que la manière a été... on ne pouvait pas mieux soigner cette Je pense qu'il y avait d'autres solutions, mais d'autres solutions, d'autres pratiques que celles qui ont été utilisées. Mais ce que je voudrais souligner, c'est que le Mali, lors de la présidence de l'ex-président Amani Touré, a déjà été confronté au même type de problème. Si ce n'est qu'à l'époque, c'était encore beaucoup plus grave, parce qu'il y avait donc des otages français, et ces otages français avaient entraîné le déplacement spécifique du ministre des Affaires étrangères de l'époque, M. Kouchner, prénommé Bernard, qui s'était rendu à Bamako, qui avait donc essayé de négocier avec les autorités maliennes, donc avec ATT en personne, la libération. Mais il n'y a pas eu simplement que ça, il y a aussi le détour de l'itinéraire prévu par l'ex-président Sarkozy, prénommé Nicolas, qui lui a fait un détour et a fait un arrêt de quelques heures à Bamako. On sait aussi quel était le résultat de ça, c'est-à-dire qu'il y a eu des conflits diplomatiques avec l'Algérie, puisque l'Algérie a rappelé son ambassadeur, et je crois bien aussi, me semble-t-il, sauf erreur de ma part, la Mauritanie a dû aussi rappeler son ambassadeur pour ça. Donc c'est un peu dans la continuité, si ce n'est que ce n'a pas, dans ce cas présent, que ça n'a pas créé des conditions de conflit diplomatique avec les pays riverains. Parce qu'aujourd'hui, ils ne se sont pas sentis peut-être menacés par cette façon de faire. Et autrefois aussi, il y avait l'opinion publique de tous ces pays-là, il n'y avait pas encore ce pouvoir-là des réseaux sociaux où la moindre réaction pouvait enchaîner un effet boule de neige. Il n'y avait pas ça, donc c'est peut-être ce qui avait sauvé en fait, ce qui avait atténué un peu les choses en cette époque-là. Mais là où je voulais en venir par rapport à ça, c'est-à-dire que la France officiellement combat le terrorisme à travers le monde. Et la France accepte un deal pour libérer certes un Français, mais dans ce deal, il y a la libération de d'autres gens qui fricotent avec des terroristes qu'ils sont. Et aussi le paiement de rançon, 20 millions d'euros dans le Sahel, c'est pas rien quand même. Oui. Auparavant, avant de répondre avec votre question à propos des pressions françaises, la déclaration qui a été faite par le président Ibeka dit qu'il ne pouvait pas faire autrement compte tenu du fait que la France avait libéré le Mali. Donc est-ce qu'il est effectivement victime de pression, ou bien est-ce que c'est un langage diplomatique qu'il faut décrypter, ou bien est-ce qu'effectivement il est censé en disant bon, il était normal. Mais moi, ce qui me gêne considérablement, c'est le discours
tenue actuellement après la libération des 4 otages, en disant on va les traquer. Alors donc je me pose un certain nombre de questions, je dis je ne comprends pas, mais peut-être parce que je ne suis pas très malin, je ne comprends pas pourquoi d'un côté on les libère, et puis immédiatement après on dit on va les traquer. Donc il y a peut-être une raison d'État qu'il y a derrière, et s'il y a raison d'État, elle pourrait être la suivante, on libère un terroriste qui occupe une fonction très importante au sein d'AQMI, pour ensuite le pister, le traquer, pour qu'il nous conduise à des endroits où se trouvent les terroristes. Si c'est ça, quelque part, quand même, ça fait froid dans le dos, parce que la question qu'on peut se poser, où est la justice malienne dans tout ça? Bah, la justice malienne n'a jamais été consultée. D'ailleurs, elle se pose des questions en ce moment, mais bon, peut-être qu'au fur et à mesure, les actes vont suivre. C'est-à-dire qu'en aucun moment, la justice malienne n'a été consultée pour poser ces actes de libération des gens qui sont aux mains de la justice. Oui, c'est pour ça que je dis que la manière n'a pas été... la manière elle laisse un peu à désirer, dans la mesure où il n'y a aucune des parties liées à ces prisonniers-là, ces prisonniers terroristes n'a été respectée dans la libération. Et donc la question d'une quelconque pression de la France se pose effectivement, et même le discours d'Ibrahim Boubacar Keïta, président du Mali, au lendemain de ses... Enfin, aujourd'hui, je crois qu'il a donné hier, il a donné une interview à Radio France Internationale, où il dit effectivement qu'ils seront traqués. Soit il est parvenu à implanter des puces électroniques traçables dans le corps de ces 4 prisonniers, dans ces 4 terroristes, pour pouvoir les traquer ensuite, soit son discours est complètement déconnecté de la réalité des choses. Quoi qu'il en soit, le ministre de la Justice n'a pas pris position. Alors, il incarne quand même la justice malienne, c'est sa fonction de ministre. À ma connaissance, il n'a pas fait de déclaration particulière sur cette libération. Il y a eu un crime qui a été commis, donc quelle que soit l'origine et tout ça, le ministre de la Justice doit avoir une position sur un crime qui a été commis, ou en tout cas dénoncer le crime ou obtenir des propos. Mais je crois ne pas avoir répondu complètement à la question. Voilà, je reviens sur la question. Ma question, c'était cette façon de la France de se comporter vis-à-vis du terrorisme. C'est-à-dire qu'officiellement, la France combat le terrorisme. On a vu avec les preneurs d'otages somaliens qui arraisonnaient les bateaux, vidaient les cargaisons et prenaient des otages, les monnayaient ensuite. Ils ont été arrêtés, il y en a qui ont été jugés en France. Et la France est engagée un peu partout dans le monde pour combattre le terrorisme. Et est-ce que cette façon, ce n'est pas un appel d'air, sachant que le Mali qui est à côté, le Mali, c'est quand même un pays, une espèce de paradis pour venir cacher les terroristes, parce que rien ne peut arriver à des otages. Quand je dis terroristes, je parlais d'otages. Quand on prend des otages occidentaux, qu'on les amène au Mali, rien ne peut les amener là-bas, personne n'ira les chercher. Et donc ça va déclencher une négociation dans laquelle on va avoir une rançon. À côté de ça, il y a un pays moins puissant que la France, qui est l'Algérie, qui ne négocie jamais avec les terroristes. Alors, est-ce que c'est une attitude qui encourage d'autres nouvelles prises? Est-ce que ça met en danger la vie des Français? Et ensuite, ça profite au terrorisme international dans son processus de prise d'otage? Moi, je crois que ça ne résout aucun problème dans la lutte contre les groupes armés narco-djihadistes appelés terroristes, d'une part, et d'autre part, vous avez fait référence à la rançon. Si j'ai bien entendu ce qu'a déclaré l'ex-otage Serge Lazarevic, lui-même a fait référence à des rançons. Je pense qu'il y a eu, sauf je crois chez les Britanniques avec l'otage Dwyer, je crois qu'il s'appelait, où il n'y aurait pas eu de versement de rançon et c'est une raison pour laquelle il aurait été exécuté. Tout le monde sait qu'il y a des procédés légaux qui n'engagent pas l'autorité de l'État et l'État, mais il y a toujours des sociétés privées qui contournent, etc., et qui sont susceptibles de verser les rançons. Je crois que c'est connu, enfin les spécialistes le disent, ça a été aussi diffusé sur les ondes. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas accuser l'État français, parce que ce n'est pas de l'argent public, ce n'est pas de l'argent du trésor public qui sort pour payer des rançons, mais l'État est en relation avec des sociétés qui permettent le versement de rançons. Non, mais quoi qu'il arrive, c'est-à-dire que le principal dans ce sujet-là, c'est la rançon, que ce soit de l'argent public, donc nos impôts, ou que ce soit de l'argent via des sociétés écrans. Le résultat, il est le même, parce que quelque part, on nourrit le terrorisme. Oui, mais inévitablement. Et on crée les conditions nécessaires pour qu'il y ait d'autres prises d'otages
Oui, complètement. C'est pour ça que je dis que ça ne résout absolument aucun problème. Après, on peut se satisfaire du fait qu'il n'y a plus, effectivement, actuellement, d'otages français, mais il y a quand même 3 autres otages européens qui sont là. Et c'est pas pour autant que demain ou après-demain, il n'y aura pas de nouvelles prises d'otages. Je crois que oui, ça ne résout aucun problème. Même pour changer un petit peu de conversation, le fait que M. Tilemsi a été tué récemment par l'opération Barkhane, c'est pas pour autant que ça affaiblit le mouvement. On l'a vu avec Abu Zaïd. Lorsqu'Abu Zaïd a été tué, Akhmi n'a pas été détruit. Il s'est reconstitué sur d'autres bases, il y a un autre leader qui est arrivé, etc. Donc ça ne peut affaiblir que d'une manière très ponctuelle les groupes armés narco-djihadistes, mais ça ne résout pas du tout le problème. Et ensuite, il faut bien aussi que la présence des militaires français se justifie. Donc il faut des éléments pour la justification de cette présence. Donc que ce soit intentionnel ou pas intentionnel, c'est autre chose. Mais je pense que, et ça a été dit, que l'opération militaire Barkhane, ça a été dit par le président Hollande, est appelée à durer. Durer, ça veut dire quoi? Ça veut dire 15 jours, 6 mois ou 10 ans. Plus probablement plus près de 10 ans que de 6 ans, que de 6 jours. On va compter en décennies. Oui. Et justement, le calendrier, la chronologie de ces événements-là, est-ce que encore ça ne tire pas une balle dans le pied de l'appareil diplomatique malien qui est en train de négocier à Alger? Est-ce que ça ne l'affaiblit pas? Parce que ceux qui sortent gagnants, on sait très bien les connexions entre les gens qui ont été libérés et ceux qui sont en train de discuter, vous-même vous venez de le dire, Ansardine d'une part, le HUA d'autre part, les connexions sont connues. Est-ce que ce fait-là aujourd'hui, quand on regarde comment le président Ibeka a été malmené, même les explications qu'il donne sont tirées par les cheveux, est-ce que ça n'affaiblit pas la capacité de négociation du Mali à Alger aujourd'hui, sachant que Hollande a déclaré, je crois que c'est avant-hier, qu'il attendait un accord en janvier, c'est ce qu'il a dit. C'est-à-dire qu'à l'époque, il avait tenu des pressions en disant qu'il fallait absolument que le préaccord soit signé avant la fin de l'année. Il a tenu ce genre de propos d'une manière beaucoup moins virulente qu'à l'époque des élections présidentielles et législatives, parce qu'à l'époque des présidentielles, il avait dit qu'il serait intraitable sur la date de tenue des élections présidentielles. Il en a tiré un petit peu le leçon parce que c'était une forme d'ingérence non négligeable, en disant qu'il faut que ce soit signé. Bon, mais pour qu'il y ait signature d'accord, il faut être deux pour négocier. Alors, on voit bien qu'actuellement, en face, il n'y a pas une volonté de négocier, puisqu'il y a eu récemment une rupture des négociations, et les négociations vont reprendre maintenant en 2015, probablement dans la première quinzaine de janvier. Et pourquoi? Parce que le MNLA, et surtout le MNLA et une partie du HCUA, et aussi du mouvement arabe de l'Azawad, retournent à cette histoire de fédéralisme. On pensait que c'était déjà réglé depuis quelque temps. Donc on voit bien que c'est instrumentalisé pour bloquer les négociations. Dans le contexte actuel, je pense qu'effectivement, ça peut favoriser les choses, et ce n'est pas par hasard que le président du Haut Conseil pour l'unité de l'Azawad a dit « Moi, j'ai joué un rôle important dans la libération de ça. » Donc ça conforte un peu sa position. Et on sait aussi que les gens qui sont en train de négocier aujourd'hui au nom des populations du Nord, ils ne représentent pas vraiment tout le monde. Et on a eu l'occasion de le dire ici, le temps politique. Est-ce que tout ça là n'est pas en train de les installer dans la gestion, dans l'administration des régions du Nord pour très longtemps, si ce n'est pour toujours? Alors pour toujours, je ne dirais peut-être pas ça, mais en tout cas, des situations comme celle-ci, avec des mesures dilatoires qui jouent sur le temps, etc., ça peut effectivement aller dans leur sens, parce que, encore une fois, ils reviennent souvent sur la notion de fédéralisme, d'État fédéral, d'autonomie, etc. Donc ça peut effectivement jouer dans leur sens. Mais en aucun cas, ces gens-là représentent les populations maliennes. Ça, tout le monde le sait. Vous le savez, le Quai d'Orsay le sait, l'Élysée le sait, mais on ne met pas... Et aussi, donc, la France avait dit que parmi les choses qu'on lui reprochait dans sa gestion de la crise du Nord, elle disait qu'elle allait à tâtonnement parce qu'il y avait des otages français. Aujourd'hui, il n'y en a plus. Est-ce qu'on peut espérer un changement de stratégie de la France, un changement de gestion de cette crise-là de la France depuis la libération de Serge Lazarevic?
Alors ça peut confirmer un peu son évolution lorsque la politique française prend un peu ses distances vis-à-vis du mouvement national de libération de l'Azawad et du HCUA et plus particulièrement du MNLA. Puisque le MNLA a dénoncé, et surtout le HCUA, a dénoncé explicitement, je dis bien explicitement, le fait que la France les avait lâchés. En disant que la France les avait lâchés, ils reconnaissaient que les avait... Et oui, c'est ça. Elle était en mariage avec... Voilà, c'est ça. Donc je trouve que c'était une telle maladresse, je dis, c'est pas possible qu'on commette une telle erreur, reconnaissant officiellement. Mais après tout, c'est pas complètement faux. Il faut rappeler aussi le fait, lorsque il y a eu l'intervention militaire franco-britannique et celle de l'OTAN en Libye, le président français de l'époque, M. Sarkozy Nicolas, avait dit aux Touaregs maliens qui avaient été intégrés dans l'armée, d'abord dans les légions islamiques et puis ensuite dans l'armée malienne, rentrez dans l'armée libyenne. Pardon, excusez-moi, dans l'armée libyenne, il avait dit retournez au pays, c'est ce qu'ils ont fait, et on vous soutiendra dans vos revendications indépendantistes. Ça a été dit explicitement. Ça a même été publié par quelqu'un, M. Mohamed Ag Mahmoud, qui avait été ministre à l'époque de GMT et qui avait été pressenti pour être le président de la République de l'Azawad et qui, à la faveur d'une interview dans le Sahara, un journal mauritanien, il a dit oui, effectivement, on nous a tenu ce genre de propos. Donc, mais ensuite, vous avez eu l'attitude du ministre des Affaires étrangères de M. Sarkozy, qui non, à l'époque c'était Juppé. Alain Juppé. Alain Juppé qui lui aussi a tenu des propos de type ingérence, qui a dit oui, il faut donner l'autonomie aux régions du Nord. Mais chose plus grave, c'est que Madame Elisabeth Guigou, présidente de la Commission des Affaires étrangères au sein de l'Assemblée nationale, a tenu exactement les mêmes propos, en disant oui, il faut donner l'autonomie à ces pays-là. Donc on voit bien quand même qu'il y a eu des pressions exercées, des soutiens, des complicités, des connivences avec le MNLA, connivences justifiées en disant eux vont nous conduire aux otages. Une telle erreur stratégique, c'est impensable. Impensable. Sauf que eux, ils peuvent le faire. Et en fait, ce n'est pas souligné. Vous savez que les erreurs du MNLA ne sont jamais reprises par les médias français. Et ça, c'est un fait. Oui. Voilà. Chaque fois qu'il y a des failles, qu'on découvre des failles dans le processus du MNLA, dans son système, dans son appareil, ce n'est jamais repris. Par contre, si c'est l'État central du Mali qui s'était comporté comme ça, oui, on se serait pressé d'en faire des gros titres dans les médias. En tout cas, moi, la dernière question que j'ai à vous poser, est-ce que les Maliens peuvent espérer à un accord définitif de paix suite à la libération du dernier otage français détenu au Sahel, qui était quand même un verrou face à la montée en puissance de l'appareil diplomatique militaire français pour amener la paix dans cet endroit? Je vous répondrai doublement. S'il y a accord de paix, ensuite va se poser le problème des possibilités d'application du contenu de ces accords de paix. Or, on voit bien qu'actuellement, quand même, il y a des pressions, il y a beaucoup de gens qui n'acceptent pas le contenu proposé par le médiateur, par l'Algérie. Ça veut dire que si le contenu, y compris dans la proposition des autorités politiques maliennes de régionalisation, avec une dérive potentielle vers le régionalisme, on le sent, si effectivement cette dérive dans le régionalisme existait, ça préfigurerait le fédéralisme. C'est ça le danger qui est actuellement, premièrement. Deuxièmement, c'est pas du tout évident que les populations du Septentrion et l'ensemble du peuple malien acceptent le contenu de l'accord si ça ne correspond pas à leurs objectifs. On l'a vu au Septentrion. Moi, j'ai travaillé avec des gens de Gao, plus particulièrement des jeunes, qui ont dit très clairement, si l'accord ne convient pas aux populations du Nord, on le dénoncera, y compris avec des moyens physiques autres, donc par des moyens autres que verbaux. On comprend aisément.